Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est temps aujourd'hui de faire enfin le bilan du défi Contes et légendes où vous avez proposé vos images, vos illustrations et quelques animations sur ce thème. On commence tout de suite avec Echo sur Instagram qui a participé avec la légende de Baba Yaga, une sorcière vivant au fond des bois dans une maison à pattes de poulet. C'est une légende qui est assez connue et il y a eu évidemment plein d'interprétations visuelles de cette légende-là. Celle qui me vient en tête, c'est dans le dernier film Hellboy où il va justement la voir et je crois que c'est un paysage enneigé avec justement cette maison à pattes de poulet au milieu. Ce qui est bien dans ton image, c'est d'avoir fait différents angles, histoire de comprendre un peu comment tout ça est formé. Je viens de remarquer que c'est complètement un poulet complet, en fait, la maison. Je sais pas si c'est le cas dans la légende de base, mais ici, la cheminée, c'est clairement une tête. Ça aurait mérité peut-être d'être mis dans un environnement, justement, d'avoir un décor pour comprendre un peu le contexte, et potentiellement d'avoir aussi un personnage pour donner une échelle, savoir quelle est la taille de ce bâtiment. Ce sera sûrement ce que je vais dire sur beaucoup de participations, mais en gros, il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées à partir de ça, justement. Ensuite, on a Jérémy Haïm. Encore une fois, je suis désolé si je dis mal des noms. Et ton image est juste là. Tu précises, j'ai choisi le combat entre Sigurd et le dragon Fafnir, une légende de la mythologie nordique et germanique. Tu dis aussi que tu écris des livres sur les mythes et légendes, et cette légende sera le thème de ton prochain livre. Alors au niveau de l'image en elle-même, déjà, bon, c'est assez chouette de voir que tu as essayé de faire une composition particulière, de bien mettre en opposition les deux personnages, et je dirais que pour ça, il y a moyen de contraster encore plus. Typiquement, que le dragon ici prenne peut-être plus de place, qu'il n'y ait pas forcément cet espace ici, mais qu'il y ait peut-être tout un triangle comme ça, avec le dragon. Le personnage, bon après c'est peut-être sa taille aussi que tu veux lui donner, mais peut-être qu'il pourrait être plus petit. Toujours pour ces histoires de contraste entre le grand, le petit, l'éloigné, le proche. Je dirais aussi qu'il y a moyen de mettre en valeur le décor d'une façon différente. Ici les traits sont de la même épaisseur, voire plus épais pour le décor, alors que ça pourrait être l'inverse en fait, que le décor se fonde un peu plus, qu'il n'y ait pas les mêmes valeurs de ligne en fait données au décor et au personnage. Et je pense aussi que le truc principal ce serait la pose qui est encore statique. Je sais pas trop à quoi ça joue, est-ce que ses mains sont peut-être pas, on sent peut-être pas assez la torsion ici. Il y a le mouvement de la cape aussi qui joue. Et pour ça, pas de secret, c'est vraiment dessiné à partir de photos ou de vidéos de personnes qui font ces poses-là, ou de mimer toi-même la pose, de te prendre en photo. Bon, peut-être pas avec un saut comme ça, qui est pas forcément facile à faire, mais je pense qu'il y a des trucs à améliorer au niveau de cette pose-là. Notamment parce qu'on sait pas trop d'où il saute. Est-ce qu'il peut sauter comme ça depuis le tas d'or? Plein de questions à se poser comme ça, mais tu précises que t'as commencé le dessin il y a quelques mois et que t'appliques les techniques petit à petit. Donc je t'encourage évidemment à continuer à développer ça. Ensuite, on a Kana RTS sur Instagram. Voici ma participation au défi. J'ai tout fait à l'aquarelle sur un format A5, donc assez petit. C'est la première fois que je fais un décor entier, pas seulement le personnage. C'est une première pour moi. Donc déjà, bravo pour avoir fait ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire des personnages tout seuls, et on leur donne justement pas de contexte en fait. On sait pas dans quel environnement ils sont en train d'évoluer. Un décor peut vraiment rajouter beaucoup de choses à un univers juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, quel genre d'histoire, etc. Ici, je dirais qu'il y a un des trucs classiques, c'est le fait de couper les pieds. Soit c'est un choix de ta part, et à ce moment-là, je dirais qu'il vaut mieux aller vers quelque chose de soit plein pied, soit peut-être un plan de taille ou des choses comme ça. Mais un plan qui coupe juste les pieds, je me dis aussi que t'as peut-être juste fait ton dessin ici en commençant par la tête, et puis t'es descendu et il n'y a plus de place sur la feuille. Ce qui est un grand classique aussi. Et à ce moment-là, l'important c'est de faire des miniatures au départ, donc un tout petit dessin pour placer le personnage, et ensuite tu reproduis ça sur ton format plus grand, en prenant en compte justement, à cet endroit-là il y a les pieds, donc il faut qu'il y ait cette distance entre le bas du personnage et le bas de la feuille, et ça devrait aider à mieux faire. On va regarder un petit peu les autres images. J'avais pas vu la petite vidéo aussi. Et ici, un visuel couleur que tu as fait sur tablette, donc pour essayer justement de faire la même chose en traditionnel et en numérique. Je te conseille évidemment de continuer à faire ça, de placer tes persos dans des décors, de te renseigner aussi sur la perspective. Par exemple là, on dirait qu'on voit le chaudron de haut, alors que la personne ici, on la voit comme si on était juste debout devant. C'est évidemment des choses qui sont pas faciles à faire et ça va prendre du temps, mais voilà, te renseigner un petit peu sur comment faire des décors, utiliser des photos de référence, soit que tu récupères quelque part justement avec la vidéo que j'avais faite récemment sur comment trouver des références, ou alors des références que tu prends toi-même, par exemple en posant un objet dans une pièce et puis en prenant la photo à l'angle que tu veux, potentiellement avec toi dans la photo ou quelqu'un d'autre, pour comprendre justement comment sont placés les éléments dans telle ou telle perspective. Ensuite, on a Joao Dada Bobinho, du compte Instagram Insensitive Brainiac. C'est donc un personnage que tu développes depuis quelques années, donc ce petit personnage ici, j'imagine. Tu cherchais à donner un ton à la fois merveilleux, angoissant et parfois surréaliste. Je trouve en tout cas que l'image fonctionne bien, que le choix des couleurs est pertinent. La couleur de la peau ici est bien mise en valeur par rapport au côté doré qu'il y a partout ailleurs. Il y a un jeu de regard comme ça qui fonctionne. J'ai l'impression que le triangle fait qu'on va se rapprocher du visage avec le regard. Donc vraiment, c'est du beau travail là-dessus. Ensuite, on a Maël Eloi. J'ai représenté Circé qui ensorcelle les
compagnons d'Ulysse. Je ne sais pas trop si ça rentre dans le thème contes et légendes, mais oui, on va dire que oui, hein, ça fait partie de la mythologie, etc. J'ai essayé de suivre tes conseils pour ajuster les lumières avec les brosses carrées en noir et blanc. Mais le passage à la couleur a été un peu rude. Alors c'est vrai que c'est un défi particulier, surtout que ça m'est jamais vraiment trop arrivé de peindre en noir et blanc et ensuite de passer à la couleur. Souvent je fais soit l'un soit l'autre et il y a des techniques que je connais pas pour passer de l'un à l'autre. C'est cool de voir comment est-ce que tu as procédé justement avec d'abord le croquis de base, ensuite tu as placé toutes tes couleurs en noir et blanc, tu as retiré les traits pour voir si tout fonctionnait au niveau des formes et petit à petit tu ajoutes tous tes éléments. Je dirais que sur la version noir et blanc c'est assez plat dans le sens où il n'y a pas de lumière très blanche, ce qui n'est pas forcément un problème hein, mais ça rend la chose moins contrastée. Au niveau de la composition j'ai l'impression que tu t'en es assez bien sorti, il n'y a pas de tangente ou quoi, enfin pas que je vois, potentiellement là où c'est un peu proche, mais sinon il y a une belle mise en avant ici de la baguette, l'expression fonctionne assez bien aussi, c'est une composition qui est peut-être très frontale aussi, donc potentiellement je t'invite à essayer d'autres choses, à mettre en scène d'une façon un peu plus différente en plaçant la caméra on va dire à d'autres endroits, et pareil ça peut marcher avec des miniatures, de tester 3, 4, 5 mises en scène, pour ensuite en choisir une et la développer. Le travail de Kone Wall, encore une fois les noms je sais pas, tu as fait une image inspirée du conte de la princesse Kaguya. D'ailleurs il y a un film d'animation sur ce conte là et tu en as parlé comme quoi tu as adoré le film. C'est ce rendu là dans le film, donc avec quelque chose de très doux, les traits ne sont pas complètement noirs et quand on voit l'animation il y a un côté très vibrant dans les lignes. Tu précises que tu as choisi de faire un fond, ce qui n'est pas dans tes habitudes, donc c'est super si ces défis là permettent un peu de sortir de ce que vous faites d'habitude et de placer des décors et des contextes, des environnements. Et je dirais que là il y a juste un truc au niveau de la lumière, c'est que la lumière arrive derrière elle et qu'elle est vachement éclairée, donc il y a peut-être des photos à observer pour voir comment ça se passe quand on est éclairé par la lune, même si en peinture et au cinéma etc on va forcément rehausser la lumière différemment parce qu'en vrai de vrai si la lune est là, je pense qu'on voit pas grand chose sur la personne quoi qu'il arrive, donc il faut forcément rehausser. La lune aussi est pas aussi grande que ça dans la vie, mais ta composition fonctionne bien, quelque chose de très centré, le personnage c'est juste un grand triangle et on a ce cadre dans le cadre avec les tiges autour. Et ici on a la version un peu plus éloignée qui est j'imagine le format de départ. Beau travail en tout cas là-dessus. Ensuite, on a Victor Le Saffre qui a illustré le mythe de Thésée et du Minotaure. Et c'est une peinture qui est vraiment bien gérée. Autant sur la composition, où on a vraiment cette ligne ici, qui fait qu'on va se concentrer complètement sur l'action principale. Des contrastes de couleurs avec un petit peu sur le casque et sur le bouclier. Et le reste est très ocre, j'imagine. Ce serait ça le terme. Des couleurs assez orangées qui tendent vers le brun. Je connais pas assez encore la morphologie pour savoir si les muscles sont bien placés ou quoi que ce soit, mais on ressent bien le relief en tout cas. Ici des petits zooms. Donc j'aime bien aussi le fait qu'on voit, enfin comment dire, c'est de la peinture qui donne vraiment du relief, mais en même temps on sent des petits traits de contour par-ci par-là. Donc on sent encore un petit peu le côté dessin derrière la peinture. Et ici, quelques étapes avec le dessin et la pose des aplats qui permet de vraiment poser l'ambiance générale on va dire et surtout les couleurs principales pour ensuite aller rajouter du dégradé, faire des finitions, etc. Ça aurait été vraiment cool de voir un timelapse de ta peinture, et je pense que ce qui me marque le plus, c'est l'expression du Minotaure. Tu demandes s'il y a quelques conseils ou quoi que ce soit là-dessus, donc voilà, j'aurais pas forcément les meilleurs conseils, mais j'ai l'impression qu'ici, potentiellement, la main se fond un petit peu dans le décor, enfin j'ai l'impression que c'est peut-être la même valeur, en tout cas une valeur similaire, donc au niveau de la luminosité, et que ça mériterait peut-être d'avoir quelque chose qui fait en sorte que la main ressorte un peu plus, comme c'est le cas par exemple ici où c'est bien plus sombre qu'à côté. Mais franchement c'est une peinture qui tient super bien la route donc je vois pas tellement quoi dire d'autre. Ensuite on a Heroi Sake qui a fait une bande dessinée sur le petit chaperon rouge, en 4 cases, un petit résumé comme ça. Tu dis que le style se veut simplifier avec la mise en avant du chaperon rouge et de son panier, qui est la seule partie en couleur, et c'est encore une fois une bonne manière de faire, de prendre directement le texte et d'illustrer comme ça, d'essayer de storyboarder on va dire des scènes, même si là évidemment c'est très simplifié, il n'y a que 4 plans, mais en général prendre une fable, un conte, une histoire écrite et ensuite la décomposer, faire le découpage en images, ça peut vraiment être un super exercice pour faire votre propre mise en scène à partir du texte. Ensuite, on a Encre de Croc qui n'a pas posté son travail sur Instagram, je crois, s'il est là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir tout le procédé, comment est-ce que les décors ont été placés, il y a des brosses assez particulières qui ont été utilisées et on voit, en tout cas je pense que tu utilises les mêmes dessins à chaque fois pour pouvoir justement faire ton mouvement et que c'est pas redessiné, ce qui pourrait être bien aussi pour donner plus de vie justement. Mais on voit que tu tentes déjà d'avoir un mouvement par exemple avec la queue qui va partir comme ça pour permettre de faire le mouvement. Un des trucs qui pourrait être corrigé, c'est le fait que le mouvement est pareil sur les deux personnages, donc on a vraiment la queue qui va bouger pour ensuite propulser, et c'est le mouvement qui est au même rythme. Je pense qu'on le verra mieux ici, où on a vraiment le mouvement qui est identique. Et là, t'es parti sur quelque chose d'assez compliqué au départ, parce qu'il y a à la fois, il y a deux personnages qui interagissent, donc difficile. Il y a la corde entre les deux qui devrait aussi avoir un mouvement, il y a les cheveux de la sirène, plein de mouvements de vagues comme ça qui doivent vraiment être bien gérés en fait. Donc tu t'es lancé un gros défi, c'est cool que t'aies réussi à faire cette animation. Et je te conseille bien sûr de passer par les bases de l'animation, faire des personnages qui marchent, qui sautent, des trucs qui rebondissent pour comprendre ces principes. Mais je dirais que le principe fondamental à appliquer pour cette animation en particulier, ce serait de faire en sorte que les choses ne bougent pas en même temps.
Et enfin, on a Loïc Ibarella Ibero qui avait fait cette illustration. Voici l'illustration de ces petits lutins du Pays Basque, connus pour être de très bons bâtisseurs. Et c'est une illustration que j'ai trouvée vraiment super chouette, donc là il y a toute l'explication sur les laminacs. Et l'illustration complète ici que j'ai trouvé vraiment super, que ce soit la tronche des personnages, leur pose, la lumière, leurs expressions aussi qui sont super bien faites. Et t'as rajouté aussi dans ton mail le croquis qui montre déjà toutes les poses, la composition, et quelques recherches pour leur design. Donc on voit que tu as tenté des trucs, là ça ressemble à un mélange entre Gollum et Stitch on va dire. Quelque chose de plus carré ici, quelque chose avec des yeux plus gros et plus sur le côté, que tu as finalement choisi. C'est une illustration que j'ai vraiment beaucoup aimée et c'est pour ça que j'ai voulu terminer la vidéo avec ça. Et ça permet en même temps de découvrir une légende du Pays Basque, que forcément je ne connaissais pas. Et voilà pour cette vidéo bilan du défi sur les contes et légendes. Comme d'habitude, il y a eu plus de participation que ce que je montre et je mettrai les liens vers le maximum de participation en description. Je suis content de voir que ça vous a plu de le faire, que ça vous a permis de dessiner d'autres choses que ce que vous faites d'habitude. En ce moment, il y a le défi observation en couleur, en dessin ou en peinture qui est lancé pour le mois d'août. J'ai également fait une vidéo récemment sur comment trouver des ressources pour peindre et dessiner qui pourraient bien servir dans le cadre du défi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.